Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde de la communauté Kashisking. Je vais commencer par les questions d'usage et un peu d'ordre technique. Est-ce que vous arrivez à m'entendre pour ceux qui sont déjà connectés? Bonjour Gilles. Donc, pour vous expliquer un petit peu le déroulé, donc j'ai avec moi deux intervenants que je vais vous présenter. L'idée, c'est de faire du coup un point un peu sur la sortie de crise, voir comment quels scénarios vont se profiler d'un point de vue sanitaire, qu'est-ce qu'on peut envisager, mais aussi d'un point de vue économique, comment ça va se passer, sachant qu'on est évidemment encore dans le flou par rapport aux mesures qui pourraient être annoncées, notamment demain sur le plan vraiment de déconfinement. Nous, on attire votre attention sur le fait que le déconfinement, ce n'est malheureusement pas égal à la sortie de crise. Déjà, le déconfinement va être progressif, comme on voit, mais en plus, la sortie de crise, qu'elle soit sanitaire ou économique, pourrait prendre forcément un petit peu plus de temps. Donc, c'est sur ça qu'on voulait attirer votre attention et surtout aussi sur quelles mesures vous pouvez prendre de votre côté, comment concrètement on essaye de tirer parti, entre guillemets, de cette crise ou en tout cas d'en sortir le meilleur face à des conditions qui sont vraiment compliquées. Et là, c'est Jean qui va nous accompagner pour nous donner des éléments méthodologiques et aussi des exemples pour nous montrer tout ça. L'idée, donc, c'est, comme je disais, que ce webinaire sera enregistré. Vous aurez le replay. Pas d'inquiétude. Vous allez aussi avoir le support qu'on va vous présenter, qu'on vous enverra par email. Donc n'hésitez pas à le consulter ou en tout cas, on les enverra. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Également, ce qui est important à noter, c'est que vous avez un onglet questions dans lequel vous pouvez vous poser vos questions et le chat, c'est plus pour communiquer directement avec nous, sachant que si vous avez un problème de son ou autre, nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est plutôt de recharger la page. Les 3/4 des problèmes, voire l'intégralité des problèmes peuvent se résoudre comme ça. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour la petite introduction à cette table ronde exceptionnelle sur la sortie de crise à quelques semaines quelques jours du début du déconfinement. Rapidement, nous qui on est, donc comme on disait, c'est une table ronde de la communauté Kashisking qui a été créée par Agicap. Donc Agicap, c'est un outil de gestion de trésorerie qui vous permet de gagner en visibilité en temps réel sur votre trésorerie grâce à des synchronisations automatiques bancaires, de mettre en place et de faire évoluer votre prévisionnel de trésorerie. Donc, notamment en ce moment, avoir une visibilité sur la trésorerie, on sait que c'est capital et c'est pour ça qu'on essaie d'accompagner un maximum tous nos clients et les PME via cette communauté notamment. Et c'est aussi un outil qui vous permet de communiquer efficacement avec vos partenaires financiers dans ce contexte incertain, soit pour les rassurer sur la façon dont les choses sont en train de se passer, soit pour accompagner une demande de financement. Le but, c'était pas de parler donc non plus d'Agicap. Comme je disais, c'est Kashisking aussi qui organise cette table ronde. Kashisking, donc c'est une communauté de dirigeants et de responsables financiers et d'experts qui échangent sur leurs bonnes pratiques, qui s'entraident, qui font des retours d'expérience pour vraiment non seulement aider à passer la crise, mais aussi échanger globalement des bonnes pratiques sur la trésorerie. Alors, pour les intervenants, comme je vous disais, donc Jean de Cigi, que vous voyez ici au milieu, en jaune, en termes de fonds. Donc, c'est le fondateur du cabinet Oxygène. Oxygène, c'est un cabinet qui va accompagner des entreprises de tout type de secteurs dans leur gestion et dans leur transformation au quotidien. Également, donc, Denis de Valmont, médecin de formation qui a exercé en tant que médecin généraliste pendant près de 10 ans, a fait partie du conseil scientifique de la Haute Autorité de Santé, qui a aussi été chercheur en économie de santé et plus récemment médecin responsable du marché des professionnels de santé chez Cham. Merci Denis de nous avoir rejoints et de nous éclairer sur la dimension sanitaire. Et désolé d'avoir réduit votre CV qui est bien rempli. Donc, l'ambition, c'est, comme on disait, d'attaquer ces deux dimensions. On va commencer un peu par la dimension crise sanitaire pour un petit état des lieux et une vision des différents scénarios et un petit point sur les controverses. Évidemment, vous avez posé beaucoup de questions en amont qui touchent notamment à ce qui va être protection de ses employés, comment reprendre et déconfinement. On va les traiter à la fin, bien sûr, après avoir entendu Denis et Jean nous parler de la situation un peu générale. Mais les questions ont été prises en compte et on y reviendra.
Du coup, Denis, ce qu'on voit, c'est principalement donc, 2 scénarios de sortie de crise sanitaire. Est-ce que vous pouvez les détailler, nous dire un peu quelle dimension vont impacter ces scénarios? Qu'est-ce qui ferait qu'on serait dans une situation plutôt qu'une autre? Alors, je crois que personne n'est en mesure de déterminer quel scénario est le plus probable avec un degré de certitude suffisant pour faire des choix basés sur tel ou tel scénario. Donc, il faut vraiment envisager les deux scénarios. Le premier scénario, c'est qu'on est sur une épidémie saisonnière, en tout cas courte, dite courte, c'est-à-dire avec une courbe en cloche, avec un début, un pic qui survient en général au bout d'1 mois et demi, 2 mois, et puis une décroissance progressive et une fin d'épidémie entre 4 et 5 mois au-delà après le premier cas. Est-ce qu'on peut revenir juste sur le slide précédent? C'était juste pour montrer la cloche dont vous parlez, hein, qui représente. Ah oui, voilà, ça c'est la courbe en cloche. Donc si on revient sur le slide précédent, le premier schéma en bas à gauche, c'est pour vous montrer le décalage entre les contaminations, entre la contamination, la déclaration des symptômes et le pic des symptômes ou le pic des hospitalisations. Et vous voyez en fait que quand en orange, on a atteint le pic, alors c'est un peu petit, mais bon, donc le pic en orange de la maladie, le pic de contamination, il est déjà loin derrière. Il est au moins 15 jours, 3 semaines avant. Et donc, c'est la courbe en noir, vous voyez, ça c'est le pic de contamination, le pic de contagiosité. Et à droite, en orange, c'est le pic de la maladie. Donc, ce que ça voudrait dire, c'est en bleu. Pardon. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, si on considère qu'on a passé le pic de la maladie, le pic de contagiosité, il est encore beaucoup plus loin derrière. Et ça, on a tendance à assimiler en fait le pic de la maladie avec le pic de contagiosité. Mais pour que le pic de maladie soit atteint, il faut que le pic de contagiosité ait été atteint environ 10 à 15 jours plus tôt. Donc, il y a ce décalage. Donc, c'est pour dire qu'en fait, probablement, on en est plus loin dans la vie de l'épidémie que ce qu'on a l'habitude de penser, quand on regarde le nombre de nouveaux cas, et surtout, et encore plus quand on regarde le nombre de nouveaux morts quotidiens, parce que les morts viennent encore beaucoup plus tard, puisque le temps de mourir de la maladie, souvent, il faut 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines de réanimation, et quelquefois, malheureusement, on aboutit à un décès. Donc, vous voyez qu'il y a un décalage très long entre le pic de contagiosité et le pic de mortalité, par exemple. Donc, le scénario 1, ce serait le scénario d'une épidémie, donc, comme ce qu'on a constaté. Une épidémie qui est en train de se tarir, comme se tarit l'épidémie de grippe annuelle, comme s'est tarie l'épidémie de coronavirus en 2003, le COV1, et comme se tarissent la plupart des maladies respiratoires saisonnières, enfin épidémiques saisonnières. Bon, c'est la thèse du professeur Raoult, qui n'est pas, comment dire, excusez-moi, je fais des réglages de caméra, qui n'est pas formel, mais qui dit, voilà, moi, dans mon expérience, j'ai toujours vu des épidémies avec une courbe en cloche qui s'éteignent d'elle-même. Cette épidémie-là est en train de suivre la même courbe, et je n'ai pas de raison de penser qu'elle va se comporter différemment des autres épidémies que j'ai connues. Donc, j'ai toutes les raisons de penser qu'elle va se tarir et qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment c'est une position d'expérience et d'observation. Et elle n'est pas prédictive. Donc, quand on lui demande de prédire s'il y aura une deuxième vague, il dit non, je ne prédis rien, je dis simplement ce que j'observe, ce que j'ai observé, et que pour l'instant, ça ressemble à ce que j'ai observé. Et le deuxième scénario, du coup, le deuxième scénario, c'est qu'il se trompe et qu'on ait un virus qui reste actif et que la baisse du nombre de cas soit liée essentiellement au confinement et pas à l'atténuation ou à la disparition du virus. Dans ce cas-là, évidemment, le déconfinement va générer une deuxième vague dont l'intensité sera proportionnelle à la capacité de la population de s'auto-confiner et ou de respecter des gestes barrières et la distanciation sociale.
On parle beaucoup d'immunité de groupe qui est loin d'être atteinte à date. Ah oui, ouais. Elle sera pas atteinte. C'est-à-dire que on peut pas confiner et obtenir une immunité de groupe. Il faut choisir. C'est-à-dire que le confinement empêche par nature d'obtenir une immunité de groupe. Actuellement, on en est à 6% a priori de personnes qui auraient eu la maladie. Et on a même dans les zones très touchées, même dans les zones très touchées comme l'Est, c'est maximum 14%, je crois, ou 15%. Donc on est très loin d'une immunité de groupe qu'on considère atteinte autour de 60%. Donc, d'accord, ouais. Et sachant qu'en plus, donc, on n'a pas forcément ni de remède validé à date, ni de vaccin. On a plusieurs tests qui sont en cours et plusieurs essais qui présentent des résultats. Le vaccin, on pourrait l'attendre pour quand d'expérience aussi? La plupart des experts dans le domaine parlent de courant 2021. Voilà, il y a quand même effectivement, alors si on est dans le scénario 1, évidemment, ça ne servira plus à rien, hein, parce que l'épidémie sera terminée depuis longtemps quand le vaccin sera disponible. C'est ce qui est arrivé en 2003, où nos millions de vaccins sont restés inutilisés. Et on parle beaucoup du coup du vaccin qui se base sur l'immunité L+ individuelle. Et pour le moment, l'hypothèse de pouvoir développer une immunité individuelle est favorisée. Est-ce qu'il y a des remises en question de cette possibilité-là? On n'ait pas d'immunité individuelle ou de capacité, notamment par rapport à ce qui se passait dans d'autres pays? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. En tout cas, l'immunité individuelle, il y a eu des remises il y a eu des hypothèses qui disent que les patients malades ne sont pas forcément immuns. Ces hypothèses ont été écartées là, depuis quelque temps et il est bien admis par tous que lorsqu'on a la maladie, on est protégé. Lorsqu'on a eu la maladie, on est protégé. On a développé une immunité, sauf quelques cas particuliers de déficit immunitaire ou de comorbidité qui empêchent d'avoir une immunité suffisante. Mais enfin, la règle générale, c'est que quand on a été malade, on est immun. Et donc, on est protégé. L'immunité individuelle, je ne sais pas si c'est à ça que vous faisiez référence. Oui, tout à fait. Ouais, c'était est-ce qu'on est sûr en fait que l'avoir eu protégera de l'avoir à nouveau. Ok. On a pas mal donc si on passe, donc là c'est en effet la courbe dont vous parliez qui montre les projections. Oui, alors ça c'est un travail. Alors je vous ai fait un extrait de quelques pays. Il n'y a pas tous les pays, mais il y en a pas mal. C'est un travail qui a été fait par des mathématiciens coréens qui ont en fait fait un calcul mathématique de modélisation de l'épidémie. Et ça c'est les courbes en rouge. Ça c'est ce qu'ils ont prévu avec un modèle mathématique. Ensuite ils ont mis sur ces courbes le nombre de cas réels par pays. Et on voit que dans les pays dans lesquels l'épidémie a le plus commencé, a commencé il y a le plus longtemps, comme notamment l'Italie, je crois qu'il y a l'Italie sur voilà, et l'Italie en haut, ou l'Allemagne, la France, et même la Turquie. Le nombre de cas réellement déclarés colle parfaitement avec la modélisation mathématique qui a été faite. Donc on peut penser que la suite de la modélisation mathématique va être aussi en corrélation avec le nombre de cas réels. Et c'est ce qui se passe dans les pays les plus avancés. Vous voyez, en Allemagne, au Japon, on a vraiment une très forte corrélation entre cette prévision mathématique et la réalité. Ouais. Vous voyez aussi que les courbes sont très similaires, quels que soient les pays et quelles que soient les stratégies de confinement qui ont été utilisées. Hein. Vous voyez qu'au Japon, il n'y a quasiment pas eu de confinement. En Allemagne, il y a eu un confinement très, très, très différent d'une autre. Et que pour autant, les courbes sont assez similaires. Et vous voyez aussi que des pays qui ont... Alors là, il n'y a pas les USA, mais les USA, vous avez le même genre de courbe sur les USA. Les USA qui ont, on peut dire, pas tellement anticipé la crise et qui ont eu des politiques de confinement très différentes selon les États, à une courbe qui est similaire aux autres pays. Ouais. Ça va dans le sens de ceux qui pensent que
la forme de la courbe de l'épidémie est la même, quelles que soient les stratégies qui ont été mises en place. Simplement, ces stratégies ont eu un impact sur le nombre de malades, le nombre d'hospitalisations et le nombre de morts. Mais pas sur la dynamique de l'épidémie. En effet, oui, il y a beaucoup de débats sur l'impact du confinement. L'Institut Pasteur avait dit qu'on était passé de 3,3 personnes contaminées par personne à 0,5 grâce au confinement. Donc le confinement permet clairement, malgré tout, d'enrayer. Les gestes barrières, par contre, et toutes les mesures sont des mesures qui peuvent être tout aussi efficaces. On sait que l'Allemagne et le Japon sont particulièrement aussi vigilants sur ces mesures d'hygiène, sur cette distanciation sociale. Notamment en Asie, on a aussi beaucoup de gens qui portent le masque de façon constante et pas seulement comme en ce moment. Donc ça, forcément, c'est des facteurs qui ont joué. Et on a aussi estimé à 60 000 personnes 60 000 décès épargnés par les mesures de confinement. Donc ça, c'est spécifique à la France. Par les mesures de confinement, du fait que le seul moyen qu'on avait d'isoler les gens les uns par rapport aux autres, en l'absence de masques, de gel et de tests, c'est le confinement à domicile. Tout à fait. Donc, du coup, une mesure. Une stratégie. Mais effectivement, dans le contexte dans lequel était la France au début de l'épidémie, c'est-à-dire en pénurie de masques, de gel et de tests, le seul moyen effectivement de limiter le nombre de cas et le nombre d'hospitalisations, le nombre de décès, était le confinement confinement à domicile. Ok, très clair. Il y a aussi, du coup, forcément des questions sur la légitimité du déconfinement. Donc, de ce que je comprends de ce que vous dites, c'est non seulement on voit comment l'épidémie évolue, mais aussi maintenant on est en train de mettre en place la distribution de masques, les reprises de stock de gel, et aussi toutes ces distanciations, ces mesures qui sont en train d'être annoncées sur la reprise progressive du travail, avec des distances, des sens de circulation dans les entreprises, etc. Le déconfinement, du coup, il a été taxé d'être un peu juste une mesure économique, mais a priori, maintenant qu'on a les outils et la discipline, ça pourrait très bien nous empêcher d'avoir une seconde vague, en tout cas. Alors, si on doit avoir une seconde vague, je ne pense pas qu'on ait fait les choix qui nous en protègent le mieux. C'est-à-dire que s'il doit y avoir une seconde vague, la contamination, elle viendra par ceux qui ne respecteront pas les gestes barrières et la distanciation sociale, et en premier lieu, les jeunes enfants, à qui vous ne pouvez pas difficilement ou très difficilement imposer cette distanciation. On sait que les enfants sont peu malades, mais peuvent être porteurs et contaminer leurs proches. Donc, s'il doit y avoir une deuxième vague, elle sera très proportionnelle au pourcentage d'enfants qui seront retournés, d'enfants de moins de 5 ans ou 6 ans qui seront retournés à l'école. Okay. En parlant justement de nouvelles vagues, on en a parlé un petit peu en Asie, et a priori, les cas étaient du coup pas du tout des nouveaux cas. Non. Vous pouvez en parler? En fait, oui, alors il y a plusieurs hypothèses. Bon, d'abord, il y a eu une mini deuxième vague qui était liée au rapatriement de résidents à l'étranger qui sont rentrés dans le pays d'origine, dans leur pays d'origine, et qui ont ramené quelques charges virales. Et puis, il y a surtout l'hypothèse des faux positifs, c'est-à-dire que les gens qui ont été positifs 2 fois, qui ont suspecté d'avoir réattrapé la maladie, donc de ne pas avoir eu d'immunité, c'était en fait des faux positifs lors du premier test. Ouais, des refus. A priori, on constate nulle part de vraies nouvelles vagues aujourd'hui. Ouais, en effet, il y a aussi ceux qui potentiellement n'étaient pas complètement guéris et qui, du coup, on a pensé qu'ils avaient à nouveau la maladie. Et il y a eu des hypothèses aussi de réactivation du virus, de virus qui commencent à être maîtrisés, qui se réactivent pour des raisons variées, notamment dans les comorbidités où le corps s'épuise à lutter contre le virus à un moment donné reprend le dessus, et puis voilà. Mais bon, grosso modo, il faut rester simple. Dans la plupart des cas, l'immunité est acquise quand on a eu la maladie, et aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelle vague, il n'y a pas de deuxième vague nulle part. Voilà, à confirmer dans les jours et les semaines qui vont venir, mais ça, ouais. On sait aussi, pardon, excusez-moi, que ces virus mutent énormément, à peu près. Il y a
il y a 2 zones du virus qui mutent environ chaque semaine, et qu'en général, les mutations, elles affaiblissent le virus, hein, elles ne le renforcent pas. Donc, ça va aussi dans le sens de l'explication. Voilà. Et puis, vous savez, il y a eu aussi une étude qui est récente, là, qui a montré que sur 3800 cas, je ne connais pas exactement la méthodologie, mais une étude assez sérieuse qui a été publiée en Chine, et que je vous ferai passer, peut-être je retrouverai la référence pour que vous puissiez la faire passer aux participants de la conférence, qui montre que sur les 3800 cas, tous avaient été des contaminations au sein du confinement, au sein du lieu de confinement, entre confinés, et qu'ils avaient identifié un seul cas de contamination entre 2 individus qui se parlaient, par postillonnage en fait, et que quasiment tout était lié au confinement. Et d'ailleurs, on dit bien que chaque année, l'épidémie de grippe faiblit au printemps, et une des explications, c'est que les gens sortent, se déconfinent, puisque souvent l'hiver, on est un peu plus confiné que l'été, hein, on est un peu plus dans les intérieurs au chaud que l'été, et que l'été, on sort dans la rue, on sort dans les parcs, on prend l'air, on fait du sport, et ça participe à l'atténuation et à la disparition de l'épidémie de grippe saisonnière. Donc, aujourd'hui, voilà, encore une fois, rien ne dit que le déconfinement va être à l'origine d'une reprise, d'une flambée de la maladie. On ne peut pas l'exclure non plus, mais pour l'instant, il y a quand même pas mal d'éléments qui laissent à penser qu'il n'y aura pas de deuxième vague, et pas de deuxième vague importante. En tout cas, ça a été une bonne mesure à un moment, comme on disait, parce qu'on n'avait pas les bons outils pour se distancier. Après, en effet, la sortie, si ça évolue comme ça a l'air d'évoluer, et ça, on aura le retour, le recul aussi avec l'Italie et l'Espagne qui ont commencé à déconfiner il y a quelques jours, et la Belgique il y a quelques semaines. La Suisse, le 29 avril. La Suisse aussi également, ouais, donc on voit la courbe sur la droite. Et les pays qui n'ont jamais confiné, hein, qui finalement ont la même courbe, pour l'instant. Ok. On va faire un rapide saut et après passer à la partie plus économique et gestion. Mais rapidement, sur les traitements, donc il y a beaucoup de tests qui ont été faits en parallèle. Qu'est-ce qui est contesté dans les différents tests et dans les différents résultats qu'on peut avoir, notamment en termes de process de test? Alors ça, c'est un vaste débat. Vous avez 2 grandes écoles, celles des écoles qui viennent plus de la médecine, qui sont basées sur la pratique et sur l'observation, qui est représentée aujourd'hui par Didier Raoult, et puis l'école plus académique qui vient plus de la pharmacie, de l'industrie et de l'industrie pharmaceutique notamment, et qui prône avant tout l'évidence-based médecine, c'est-à-dire la médecine basée sur les preuves. Et cette médecine basée sur les preuves, depuis une quinzaine d'années, 15-20 ans, elle est représentée, elle est validée par des études randomisées, double aveugle, contre placebo ou contre médicaments de référence. Bon, ici, pour l'instant, on n'a pas de médicament de référence auquel comparer un autre médicament. Donc, théoriquement, il faudrait faire des études contre placebo, sauf qu'un certain nombre de médecins, dont je fais partie, estiment que faire une étude avec un groupe placebo dans une telle maladie et dans une telle crise n'est pas acceptable d'un point de vue éthique. Donc, et puis, l'autre problème, c'est que les études randomisées contre placebo, elles prennent beaucoup de temps, et souvent, les résultats, on les obtient après la crise. Et c'est ce qui est en train de se passer avec l'étude Discovery qui est à l'arrêt, puisque les résultats devaient être produits mi-avril. On ne les a toujours pas, et on ne les aura pas avant longtemps, notamment parce qu'il y a des difficultés de recrutement. En particulier, justement, parce que je vous le disais, il y a un groupe placebo et que les patients ne se bousculent pas pour aller dans le groupe placebo, ce qu'on peut comprendre. Ouais. Et voilà. Et donc, voilà. Donc, l'industrie pousse pour que les traitements qui soient donnés soient testés parce que
Dans ce cas-là, on teste plutôt des nouveaux médicaments que des anciens médicaments, plutôt des médicaments chers que des médicaments pas chers. Et puis d'un autre côté, le monde médical, beaucoup de gens dans le monde médical poussent pour utiliser les médicaments dont on sait qu'ils peuvent marcher, qu'ils sont bien tolérés, et que même si on n'a pas de certitude, vu qu'on n'aura pas de certitude non plus de l'autre côté, qu'on essaie de randomiser avec des molécules nouvelles, qui en plus seront difficilement disponibles en masse dans des délais courts, finalement la stratégie de soigner les gens avec ce qu'on a est plus éthique et plus conforme à notre mission de médecin que celle d'attendre des études randomisées. Très clair. Moi, je suis partisan de traiter parce que je suis médecin et que je pratique encore régulièrement et que notre vocation, c'est de soigner les gens et pas de faire des preuves scientifiques. C'est de soigner les gens, de soulager les gens. Et donc, quand on pense qu'il y a quelque chose qui peut marcher et qui coûte pas cher et qui est très bien toléré, on se doit de l'utiliser, de le proposer en tout cas. Il y a un dernier élément dont on n'a pas parlé. On doit être validé avec son patient. Très bien. Il y a un dernier élément dont on n'a pas parlé et qui va nous permettre de faire vraiment la transition avec le volet un peu économique, parce qu'on a tous parlé du fait que c'était une crise sanitaire. Donc là, on vient d'avoir un bon éclairage dessus et sur ses capacités de sortie, mais aussi du coup une grosse crise économique, notamment due à ce confinement. Et du coup, l'idée, c'est aussi que le confinement, en fait, et la maladie ou l'épidémie tout court vont avoir des conséquences sur les comportements des consommateurs et sur la capacité des gens aussi à ressortir à nouveau. C'est ce qu'on échangeait quand on a préparé cette table ronde, Denis. Du coup, c'est un risque que les gens ne veuillent plus ressortir. Est-ce que vous m'entendez toujours? Parce que j'ai eu un petit problème qui s'est affiché. Oui, on vous entend. Ouais. Oui, alors c'est sûr que aujourd'hui, la grande inconnue, c'est l'impact psychologique du confinement. On commence à avoir quelques éléments, notamment les psychiatres qui alertent sur une flambée du nombre de cas de bouffées délirantes, avec des gens qui... Donc la bouffée délirante, c'est une crise aiguë de gens qui vont très bien et qui du jour au lendemain partent dans un délire. Le délire qu'on voit actuellement, qu'ils constatent actuellement, c'est des gens qui pensent qu'ils sont responsables de l'épidémie ou qu'ils sont eux-mêmes le virus. Donc, vous voyez, c'est des bouffées délirantes très aiguës. Ça se soigne plutôt bien, mais quand même, il y a une flambée. Donc, quand on constate cette flambée de bouffées délirantes, on peut imaginer derrière que quand même, il y a... l'impact psychologique n'est pas neutre et que ceux qui ne font pas des bouffées délirantes, évidemment tout le monde n'en fait pas heureusement, sont probablement affectés psychologiquement. Il peut y avoir de la mélancolie, il peut y avoir un peu de la dépression, de la lassitude, et puis une remise en cause un peu existentielle et fondamentale de la façon dont on vit et dont on pourrait vivre désormais. Donc, je ne vois pas qui pourrait, mesurer et prédire l'importance de cet impact psychologique aujourd'hui, mais je ne vois pas comment il pourrait ne pas y en avoir. Et on l'a vu, vous voyez, il y a deux parents sur trois qui avaient... Il y a eu un sondage qui est passé qui disait que 2 parents sur 3 ne voulaient pas remettre leurs enfants à l'école le 11 mai. Donc on peut penser quand même qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne souhaiteront pas aller dans des restaurants ou dans des lieux publics avant un moment, s'ils en ont la possibilité, d'échapper à cette proximité. C'est en effet la même chose qu'on va retrouver en entreprise pour retourner ou pas au travail. Donc ça risque d'avoir... Oui, c'est ça. Il y a des gens qui... C'est ça. Il y a des gens qui, s'ils en ont la possibilité, vont vouloir garder cette distanciation, non pas sociale, pas seulement sociale, mais avec la société. Et puis aussi, on ne sait pas trop quel pourcentage quelle est la proportion de gens qui vont ne pas vouloir retourner à leur vie d'avant. C'est-à-dire qui ont eu la possibilité de télétravailler qu'ils n'avaient pas eu avant et qui vont tout faire pour essayer de la garder. Du coup, des conséquences assez importantes sur la consommation et les comportements, ce qui nous amène à cette deuxième partie sur la crise économique. Donc là aussi, c'est comment on peut envisager la crise économique. Encore une fois, on parle de scénario, c'est-à-dire qu'on n'a pas la solution, mais juste des hypothèses. Et du coup, Jean, si vous voulez bien prendre la suite pour nous parler un petit peu
de cette crise économique et de la façon dont vous pouvez la percevoir justement. Alors oui, une crise économique qui est forte et des questions qui avaient déjà été soulevées dans votre tout premier webinar sur les tendances lourdes. Et en fait, une réponse avec qu'on a déjà vu beaucoup dans les journaux, dans les communications de cabinets de conseil, quelles sont les tendances sur le futur. En fait, on est dans une crise sanitaire, mais nous n'entrons pas dans une crise économique. C'est peut-être la révélation d'aujourd'hui. Nous sommes en crise économique depuis 18 mois. Et donc, cette crise l'accentue, la rend dramatique. Mais en fait, on voit quand on regarde les courbes qui avaient été diffusées déjà dans votre précédent webinar, depuis 18 mois, le climat des affaires chute. Et ces glissades ressemblent énormément à celles qu'on a pu voir auparavant dans les années 2001 ou en 2008, avant qu'un événement, je dirais, dramatique ne déclenche l'accélération. Donc, on a eu l'événement dramatique du 11 septembre 2001 qui arrivait dans une crise qui avait déjà 9 mois. On a eu l'événement dramatique des subprimes en juillet 2007, puis de Lehman Brothers en octobre. Mais en fait, déjà depuis 4 mois, à l'époque, j'étais dans l'industrie automobile et depuis 4 mois, on réduisait les stocks parce qu'on se rendait compte que le climat se dégradait. Donc là, oui, ça fait déjà 2 ans que le climat se dégrade. La question, c'est jusqu'où ça va aller. On ne le sait pas, mais là, sur le graphe, j'ai mis le point d'interrogation au point bas de 2001 et au point bas de 2008. Donc, on va sans doute encore glisser assez fortement. Je ne reprends pas des chiffres qui sont déjà partout dans la presse avec une récession économique de 6% sur un trimestre en Allemagne. C'est la plus forte chute depuis 1945. On parle de 10% en France et des chiffres tout aussi importants partout dans le monde. Ça va être dramatique. Et une question, comment on va reprendre? Alors, il y a toutes les lettres de l'alphabet, il passe, le V, le U, le L. Je pense qu'en fait, on ne sait pas bien. Bien malin, celui qui dira de manière sûre, je sais, et voilà le résultat. Donc, on a une profondeur qui est inconnue, une durée qui est inconnue et une variabilité des scénarios qui est forte, puisque certains scénarios prennent une reprise avant l'été, d'autres scénarios une reprise à l'automne et d'autres encore beaucoup plus longues avec une rechute à l'automne. Des paramètres aussi sont multiples. On a entendu le docteur Valmont parler des risques de rechute sur le plan sanitaire. Donc, il y aura à ce moment-là une politique économique, mais pour aller du sanitaire à l'économique, d'autres effets vont s'additionner. Va-t-on voir une nouvelle guerre commerciale se déclencher entre les différents continents? Va-t-on voir en France une idée géniale qu'on pourrait avoir, c'est d'arrêter de bloquer les transports ou de bloquer les services publics pour une revendication d'un groupuscule qui, par exemple, prendrait l'économie en otage. On n'a jamais fait ça, sauf cette année, sauf l'année d'avant, sauf l'année d'avant. Quel sera l'impact sur la crise économique? Donc, on voit que les paramètres sont multiples et on ne peut pas prévoir. En revanche, ce qu'il faut regarder, et ce que nous on fait, entre autres avec vous et BPI France depuis début avril, c'est de regarder une confiance de prix extrêmement importante et étonnante. Vous avez ce chiffre, 40%. C'est un sondage qui a été fait sur 300 personnes le 6 avril. Dans l'après-midi, on a eu 300 réponses. 40% des entrepreneurs nous répondaient oui à une question très simple. Pensez-vous que la reprise économique interviendra en Europe avant l'été? Donc, au 6 avril, 40% des entrepreneurs pensaient qu'il y aurait une reprise économique en Europe avant l'été, c'est-à-dire en 3 mois. C'est un niveau de confiance qui est étonnant. On a remobilisé la semaine dernière, donc après les annonces de déconfinement, donc après le discours du président de la République du 12 avril, qui quand même repoussait l'échéance d'ouverture jusqu'au 11 mai, donc de plus en plus proche de l'été, et après toutes les communications du Premier ministre, des administrations, qui parlent de plus en plus d'une reprise lente, d'un déconfinement limité, d'une grande prudence, que l'on comprend totalement, mais qui du coup devrait repousser l'échéance de la reprise. Et on a encore cette semaine 100% de réponses oui à la question. Donc le niveau de confiance est fort. Et ça, c'est important. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut imaginer en termes de cycle économique, de mathématiques, de statistiques, on voit que les entrepreneurs français ont le moral. On est en crise, on n'est pas entré en sinistrose. En revanche, quand on analyse plus fortement plus finement ces 30%, il faut être conscient qu'il y a 20 points dans les 30 où les réponses s'accompagnent, c'est des questions ouvertes, et donc la réponse s'accompagne d'un oui, il faudrait que, ou oui, on l'espère, ou oui, ce serait bien. Donc on voit aussi un certain doute face à la faisabilité de cette reprise, et on est plus du coup dans le niveau de différence et de confiance que de prévision.
On a donc un grand pragmatisme. On aimerait bien avoir cette reprise, mais que ça ne va pas être facile. Et aussi, dans le fond qu'on interroge, des craintes des personnels qui sont très fortes. Et là, du coup, ça fait écho à la présentation du docteur Valmont. Il est extrêmement important pour les entreprises, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, de bien sécuriser l'aspect prophylaxie et l'aspect protection de la santé. Mais j'en parlerai dans des termes un petit peu différents de celui du docteur, parce que c'est une mission de médecin premier, donc on était dans un message qui visait la santé des personnes. On peut aussi avoir une approche plus pragmatique, qui peut paraître un peu cynique, mais il y a des craintes des personnels, donc protégez-les pour des raisons éthiques, mais aussi parce que ça va faire partie de la manière dont on reprendra et de la manière dont on travaillera ensemble. Si les personnels viennent sur le lieu de travail en étant en crainte, les questions de productivité, d'efficacité, de travail ensemble vont émerger. Aussi, la crainte sur la santé va aussi concerner les clients. Et là aussi, il va falloir rassurer beaucoup et montrer qu'on fait quelque chose pour que les uns et les autres soient en conscience dans l'acte de produire, dans l'acte de consommer. Et là, ça, c'est des tendances fortes qu'il faudra savoir traiter. Ensuite, il va falloir savoir gérer un temps court et un temps long, puisqu'on va avoir un temps court qui est celui de la reprise. Comment fait-on pour que assez vite on renoue avec les clients, avec les fournisseurs, qu'on remette la machine en marche? On va avoir un temps long. On estime que la reprise va être progressive et qu'on va peut-être avoir plusieurs vagues de plusieurs paliers de reprise. Il va falloir caréner nos entreprises pour que leur trésorerie résiste sur plusieurs mois. Pensez à nos personnels, dans la crise. Comment faire en sorte que ceux qui ont été à la pointe pour maintenir l'outil de production depuis 2 mois gardent de l'énergie et ne sont pas fatigués. Donc, prévoir des roulements, bien s'appuyer sur des techniques, par exemple le plan de continuité d'activité, qui prévoit qu'on délègue les responsabilités pour pouvoir s'inscrire dans un temps long. En même temps, il va falloir savoir pivoter rapidement. Et ça répond à une question qui a été posée, j'aborderai juste après, c'est comment faire évoluer son business en ayant en tête que les chiffres qui viennent d'être donnés sont génériques et les secteurs sont extrêmement inégaux par rapport vis-à-vis de la crise. Jean, excusez-moi, on ne vous entend plus très bien. Est-ce que vous avez la possibilité de vous rapprocher ou je ne sais pas si c'est une question de connexion? Parce que du coup, sur le chat, on me dit qu'on ne vous entend pas très bien. D'accord. J'espère que ça va mieux là. Donc, les secteurs sont inégaux. Donc, 2 exemples qui viennent à l'esprit. Le premier, c'est les CHR, cuisine, hôtel, restaurant. 75% des établissements sont arrêtés et 75% sont arrêtés à plus de la moitié de leur temps et 50% sont totalement arrêtés. Donc, les CHR sont totalement bloqués actuellement, c'est évident. En revanche, dans le domaine du conseil, des activités scientifiques et des prestations intellectuelles, on doit être aux alentours de 10% des établissements qui sont arrêtés et à peine 20% qui sont arrêtés à 50%. Donc on voit que les activités de prestation continuent et on ne peut pas parler de crise dans le domaine où nous sommes, celui d'Agicap, celui de la médecine, celui de l'enseignement privé, de la formation, du conseil. Il n'y a pas de crise actuellement, peut-être plus tard, mais pas actuellement. Donc on voit des secteurs très inégaux. Alors comment pivoter ? Une des questions qui a été posée par l'un des participants du webinaire. Alors, on a une méthode chez Oxygène qui s'inspire de BPI, d'un think tank qui est au sein du groupe BPI, qui s'appelle le Lab. Et je vous ai mis sur la planche l'adresse où trouver cette méthode. Elle est en open source. Elle s'intéresse à 4 champs, donc elle est assez simple à mémoriser. C'est le client, l'organisation, l'écosystème et l'offre. Et en fait, face à cette crise, pour résister, pour renouveler votre business model, je vous engage à questionner en fait ces 4 champs-là. Et je vais l'illustrer par une entreprise, une de nos clientes qui fabrique ce petit outil-là, donc des cockpits d'avion, ou plutôt le matériel qui va dans les cockpits d'avion, qui a complètement repensé son business model en 2 mois. Il est évident que le transport aérien étant bloqué, on a beaucoup de questions sur le volume lié à tout le matériel. Donc, AQLE, qui est notre client, a travaillé sur son offre. Et là, ils sont partis d'une manière très simple. Soyez toujours pragmatiques.
pour fabriquer ces matériels, il faut des ingénieurs. Or, des ingénieurs savent fabriquer quoi? Ils savent faire quoi? Concevoir et fabriquer. Là, dans le cas d'espèces, c'est dans le domaine de l'électronique. Ils sont donc revenus sur leurs fondamentaux et ont regardé les besoins, les besoins actuels de la société. On a besoin de respirateurs, on a besoin de masques. Le masque n'est pas très lourd en électronique, donc ils ont écarté et ils ont pensé aux respirateurs. Et finalement, beaucoup de monde sont sur les respirateurs. Mais les hôpitaux n'ont pas besoin que de respirateurs et d'autres matériels manquent actuellement. Et donc, les ingénieurs sont descendus dans l'atelier. Il n'y avait plus d'ouvriers ou très peu. Ils ont eu accès donc à l'outil de production et ils ont fabriqué cet élément-là, qui semble être un écran avec une télécommande. Donc, le docteur Valmont a peut-être connu un pouce-seringue. Un pouce-seringue, c'est un outil qui sert pour, en fait, tout ce qui est perfusion, l'administration de morphine et autres produits. Or, on parle beaucoup de respirateurs, mais les hôpitaux en ont fortement besoin actuellement. Donc, l'entreprise s'est mise à en produire en s'appuyant sur un savoir-faire existant. Et là, on voit le modèle totalement pivoté, puisqu'une clientèle aéronautique se retrouve maintenant complétée par une clientèle médicale qui va perdurer. Ce n'est pas un effet d'aubaine temporaire, c'est une opportunité qui se présente et qui finalement va permettre à l'entreprise de développer une deuxième ligne de produits et d'équilibrer sa dépendance à un secteur. Donc voilà une méthode pour pivoter qui est détaillée plus largement sur le site Fast Digital PME qui est mis en référence. Je voudrais citer un autre secteur, alors le BTP. 53% des entreprises sont à l'arrêt dans le BTP, totalement à l'arrêt, donc un secteur sinistre. Et actuellement, nous travaillons avec Frédéric Martin, dont vous voyez le grand sourire sur l'image, mais ce sourire est là en permanence parce que l'entreprise fait partie des entreprises qui ont confiance. Et la semaine dernière, il nous dit cette phrase: des évolutions sont nécessaires à tout point de vue, elles sont impérieuses, et nous avons une chance de retrouver une boîte propre après la crise. Nous devons la saisir. Et on voit là qu'on est dans un secteur qui est gravement à l'arrêt, qui est peut-être un petit peu sinistré pour un certain temps, mais on voit le mindset qui est derrière cette phrase, c'est de profiter, si c'est possible, de la situation et de saisir les chances. Alors là, c'est un autre business model qui a été utilisé, une autre méthode pour faire pivoter le business model, sachant que l'entreprise, elle, est présente sur le contrôle technique, notamment l'amiante, au moment des cessions d'appartements. Ceux parmi vous qui ont fait des transactions récemment savent qu'il faut mettre un contrôle d'amiante dans le dossier. C'est cette entreprise FMDC, qui fait partie du réseau Exim, à cette activité. Alors, qu'ont-ils fait? Ils ont surtout embarqué les équipes, la force du sourire et l'importance de bien penser à tout ce qui est préservation d'un climat social, d'une énergie et d'une culture interne, et puis aussi la préservation de la santé. Donc, un PCA a été construit, un plan de continuité d'activité, et l'originalité du réseau Exim, c'est qu'ils l'ont envoyé à leurs clients, les bailleurs sociaux, en leur disant: voilà la manière dont on peut se prendre, veuillez le valider. Pour qu'on continue les contrôles chez vous, il nous faut un retour puisque vous avez validé que nos méthodes sont bonnes. Et là, l'événement, ça a été le resserrement du lien avec les clients. Parce que Frédéric Martin, le réseau Exim, FMDC ont donné l'image d'un grand professionnalisme à leurs clients. Et du coup, ils ont embarqué aussi la confiance des clients, ce qui est extrêmement important. Donc, le deuxième conseil qu'on donne, c'est de sécuriser l'activité commerciale. Et là, on est en train d'entrer avec ce client dans l'étape suivante, qui est en cours. Sécuriser l'activité commerciale, ça veut dire appeler tout le monde. Et là, pour le coup, toute l'entreprise appelle tous les clients. Les commerciaux, mais pas que les commerciaux. Tous ceux qui sont disponibles sur le pont appellent les clients. On sécurise derrière la production et la logistique. Et là, ça demande quelquefois de revoir un peu ces processus, notamment pour être sûr que les prévisions commerciales arrivent très rapidement dans l'usine ou dans la logistique, dans ceux qui vont être chargés de faire en sorte que la prestation se déroule. Et chez de nombreux clients actuellement, nous intervenons pour raccourcir justement les chaînes de commandement, les chaînes d'information entre le commercial et les ateliers. Et enfin, il doit y avoir un dernier sujet, mais là vous l'avez déjà abondamment traité chez Agicap, c'est tout ce qui est cash, financement, écosystème. Il faut voir dans un temps court, c'est-à-dire prévoir des billets à ordre, de la mobilisation de créances, négocier vos découverts, ça vous l'avez déjà fait. Négocier aussi des éléments de compte de résultats qui font partie des frais de structure fixes qui ne sont pas stratégiques, mais pensez aussi à long terme, et là plutôt penser au lien avec vos actionnaires,
avec les financeurs, avec les banques. Pour de nombreux clients, on prend dès à présent date avec les banques, non pas pour annoncer des problématiques, parce qu'on voit que certains clients sont très sains, et quelquefois la crise a même amélioré la situation de trésorerie par des mécaniques un peu techniques que j'aborde pas là, mais finalement une situation de trésorerie saine. Mais on prend contact avec ses partenaires financiers. On va peut-être avoir besoin de cash ou de capital dans les mois qui viennent. Ensuite, dernier mois, sur le pivotement, c'est de prendre conscience que le monde va changer. Alors on le dit toujours, mais moi ce que je dis, c'est que les aides vont changer. On s'est habitué depuis 2 mois à vivre sous perfusion, et donc on a un pont de cash, pour reprendre l'expression d'un ministre, qui s'est déployé au-dessus de nous et qui nous permet de maintenir le niveau de vie des ménages et des entreprises malgré la crise. Superbe, on ne va pas s'en plaindre. Mais ce pont va cesser. Il faut en être conscient. Il faut agir en fonction de la fin des aides. Non pas parce que pour se faire peur, mais pour d'abord reprendre une autonomie. Nous n'avons pas vocation à vivre, je dirais, totalement dépendant d'une aide publique, mais aussi parce que les poches ne sont pas sans fond. Et un jour, on aura beau être la France, l'Europe, les États-Unis, les banques centrales diront stop au pont aérien. Donc, les aides en cash vont forcément, à un moment donné, commencer à se ralentir. On commence à entendre les premiers messages du côté gouvernemental. Alors, quelles aides trouver? Eh bien, il y a de l'aide aussi en termes de méthodologie, et d'où le petit bonhomme avec la pensée. C'est toutes les aides sur la manière de s'y prendre, la manière justement de se dire comment pivoter, comment changer. C'est difficile pour une entreprise. Depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous vivez dans un modèle, dans une culture, avec des personnes qui sont là depuis tout ce temps-là, et d'un seul coup, on vous dit de changer. Il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur d'autres, et donc sur l'écosystème. Recourez à votre écosystème pour faire pivoter votre business model, soit très vite, soit au cours des mois qui viennent. Alors, j'ai mis un logo bien connu pour symboliser les filières. C'est-à-dire que les uns et les autres, vous êtes dans des filières avec au bout des grands constructeurs aéronautiques, des grands constructeurs automobiles, des laboratoires, des grandes surfaces. Ces groupes ont une force financière. Ils peuvent aider leur rang 1, leurs fournisseurs de rang 1, de rang 2, de rang 3. Il faut qu'ils le fassent. Déjà pour leur propre santé, pour avoir un amont et garder une supply chain vivante. Aussi pour des raisons éthiques, parce que pour reprendre le logo qu'on a sous les yeux, quand l'État français a distribué 5 milliards d'euros, dont je rappelle qu'ils nous appartiennent, puisqu'on est c'est nous qui payons ces impôts, on peut s'attendre à ce que Renault, derrière, redistribue ces fonds au sein de l'écosystème français au travers de sa supply chain. Il en va de même pour Peugeot, son concurrent, ou pour d'autres filières. On a des filières qui vont être pilotées par les grands constructeurs, d'où l'importance de bien garder le contact avec la personne qui est en aval. Quand on est rang 3 avec le rang 2 avec le rang 1 et le rang 1 avec le grand constructeur. On a donc une notion de filière que j'ai symbolisée par le symbole du GIFAS, mais elles sont nombreuses, il n'y a pas que le GIFAS en France, c'est la filière aéronautique. Et actuellement, pour le coup, le GIFAS est en train de beaucoup bouger, notamment animer ce dialogue entre les plus petits intervenants et les plus gros fournisseurs de l'aéronautique française, puis ensuite les grands. Un autre logo que j'ai sorti, c'est celui de Cap Industrie. Alors lui, c'est un logo régional avec 2 dimensions. Les régions sont très actives. On sait qu'elles ont contribué à hauteur de 2 milliards d'euros au fond de la solidarité. Elles sont actives aussi parce qu'elles ont des organismes régionaux qui font la promotion. Alors, certains vont donner des conseils, comme par exemple l'UIMM, qui est en fait représenté dans les Hauts-de-France par Cap Industrie, ou la CCI, qui est aussi un organisme régional, ou la région elle-même. Et puis d'autres vont avoir la capacité de mettre à votre disposition des consultants, des experts, des techniciens. Donc il ne faut pas hésiter à recourir à ces organismes. Donc je pense à l'UIMM avec toutes ces représentations régionales, ou à la région elle-même. Dans un autre domaine, c'est Pôle Pharma. Donc là, on est sur, un peu comme le GIFAS, sur une filière, sachant que Pôle Pharma est à la fois une filière et un organisme régional qui a des compétences en termes de formation assez fortes, et qui est en train de développer des compétences en termes de conseil sur le Val-de-Seine et le Val-de-Loire, en symbiose avec les collectivités locales. Enfin, serait probablement
l'organisme le plus à la pointe en termes de conseils méthodologiques. Donc, si vous êtes client de BPI-France, n'hésitez pas à vous retourner vers votre responsable d'affaires sollicitant un programme qui s'appelle 360 rebonds. Et l'entité de BPI France qui déploie ça s'appelle Initiative Conseil. Donc on voit que BPI France a été à la manœuvre en termes d'orchestration des aides économiques et financières, mais actuellement ils sont aussi en train de mettre en place tout un pool de consultants qui peuvent aider les clients de la banque, et tout ça dans des conditions financières qui sont très abordables pour les PME et les ETI. Donc ce que je voudrais dire pour synthétiser cette partie, c'est en prévision, oui, on peut regarder dans la boule de cristal, mais c'est compliqué de savoir exactement ce qui va se passer. Deuxième étape, bien travailler sur les fondamentaux, l'esprit d'équipe, la collaboration, et faire bouger son business model à court terme avant l'été et dans le temps long d'ici la fin de 2020, avec peut-être une pensée simple, que fait-on sur l'offre, que fait-on sur les clients, que fait-on sur l'écosystème et comment s'organise-t-on. Alors ensuite, un petit zoom particulier, parce qu'il y a une question dans la préparation, on a vu émerger une question sur le tourisme. Alors le tourisme attend des chiffres concrets, c'est une question qui nous était posée. Oui, ils sont pas bons. J'en ai donné un, 75% des établissements à l'arrêt, oui. Ensuite, quand j'interroge les acteurs du tourisme, ils me parlent d'une crise qui va durer 2 ans. 2 ans parce qu'on va probablement avoir une saison 2020 qui ne va pas avoir lieu. Et ensuite, une saison 2021 qui sera le moment où on commence à reprendre. Donc, c'est l'été 2021 où la reprise commence. C'est-à-dire que le retour à une situation économique saine, c'est 2022. Ouais, et les anticipations sont extrêmement pessimistes. D'où un premier conseil, s'organiser pour suivre une année. C'est une année d'apnée, donc ça va être un petit peu compliqué. Et là, 2 possibilités. Déjà, travailler sur sa trésorerie, bien sûr, vous l'avez déjà fait, et aussi lister toutes les activités de substitution qui pourront permettre d'alimenter un petit peu de chiffre d'affaires pendant ces années. Il faut aussi maintenir la valeur du fonds. Les anticipations sont sur une crise qui va déboucher sur une redistribution des cartes, donc concentration des secteurs, probablement au profit de ceux qui ont plus de cash, donc les plus gros acteurs. Mais du coup, s'il va vers cette hypothèse-là, de se dire que perdu pour perdu, il vaut mieux, en étant un petit du secteur, vendre une affaire qui a encore un fonds de commerce, qui a encore une valeur, et plutôt. Et donc là, il faut s'intéresser à son bilan. C'est pour ça que j'ai un bilan, c'est le bilan financier. Bien regarder quels sont vos actifs, les préserver. Si possible, préserver tout ce qui est travaux, parce que les travaux, notamment dans l'hôtellerie, sont importants pour respecter la réglementation et pour moderniser l'outil. Et ensuite, penser au personnel avec 2 dimensions. Le personnel permanent qu'il va falloir sécuriser pendant de longs mois, et puis aussi former. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en formation dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie. Il y a aussi le personnel saisonnier, puisque ce personnel saisonnier est à gérer avec une avance. Donc, typiquement, c'est en février-mars qu'on recrute les saisonniers. Le recrutement est passé. Là, on va voir qu'on va avoir des problèmes de personnel en été pour les rares établissements ouverts. Mais on va avoir la même problématique sur les stations de ski qui vont commencer à recruter en septembre-octobre. Où en serons-nous du côté du personnel et des disponibilités de saisonniers en septembre-octobre? C'est une question. Et ensuite, on va avoir l'aérien, recrute en décembre et janvier pour former les personnels, surtout le premier semestre, avant la haute saison qui commence en juin. Donc, on va voir arriver assez vite des problématiques de recrutement de saisonniers dans l'aérien dès la fin de cette saison 2021, en ayant une très grosse incertitude sur la saison 2021. Parce que l'essentiel de notre trafic va dépendre des transports internationaux, de l'ouverture des différentes plaques. Alors, à ce propos, je voudrais citer Cordillera Capital, qui est un organisme de transaction immobilière qui a réfléchi sur la valeur du fonds et est actuellement en train de mener des enquêtes auprès des hôteliers pour identifier leurs besoins et voir comment on peut préserver l'essentiel des zones. Ensuite, une autre recommandation, c'est de conserver une supply chain active. Pourquoi? Parce que le tourisme et l'hôtel dépendent de leur amont. Donc, j'ai cité la blanchisserie, il y a aussi l'alimentaire. On aurait pu citer aussi l'OTA. Les OTA, c'est les acteurs tels que Booking ou d'autres marques qui vous amènent les clients. Et là, les relations sont en repoussé totalement. Bien sûr,
quand on repartira, les restaurants auront besoin d'une blanchisserie active, mais comment avoir une blanchisserie qui survit pendant ces longs mois? Idem pour l'alimentaire. Enfin, la prudence sanitaire dont on a déjà parlé, qui est extrêmement importante pour préserver non seulement les personnels, mais aussi les clients. Et le dernier sujet à traiter, je pense, dans ces mois, c'est de profiter de la relative accalmie sur l'activité pour faire de la formation. Et là, j'ai un client qui s'appelle Tourisme Academy qui est en train de déployer, complètement pivoter son modèle. Il faisait beaucoup de formations par Internet et c'est l'un des leaders sur la formation par Internet, donc il n'y a aucun présentiel. Mais leur formation était sur l'accueil des étrangers, l'accueil des clients, le comportement en salle, etc. Et maintenant, ils sont en train de développer toute une série de communications sur la prophylaxie, les mesures sanitaires et des sujets d'activité. Donc voilà, soyez en veille sur Internet, il y a pas mal de formations qui se déploient. Les fédérations aussi d'hôteliers, les fédérations de l'industrie du tourisme proposent des choses, ainsi que les grandes marques. Et on revient sur la planche précédente, de même que je mettais le logo de d'autres acteurs sur une planche dédiée au tourisme. Je crois qu'on arrive au bout. On a une question du coup de Didier. Jean, si vous avez un avis, c'est l'hôtellerie, donc vit principalement grâce au tourisme, surtout en France. Est-ce qu'on a une idée sur la reprise ou le retour des touristes en France, de notre point de vue? Alors, la réponse est oui et non. C'est-à-dire qu'on a une idée sur le retour des touristes. Alors, les touristes sont plusieurs touristes, plusieurs catégories de touristes, et donc là aussi, la réponse va être segmentée. Le tourisme international est à l'arrêt, avec des conséquences énormes sur un certain nombre d'activités, dont le transport aérien et aussi l'hôtellerie qui s'adresse au grand tourisme international. Typiquement, on a actuellement des questions sur la Côte d'Azur où les grands hôtels des grandes villes se posent la question de la réouverture parce qu'il y a une telle part de clientèle internationale dans leurs clients qu'éventuellement, une stratégie pourrait être de ne pas rouvrir certains hôtels cet été pour essayer de faire des économies. Donc, le grand tourisme, je dirais, international, à l'arrêt, on table sur 90% de baisse d'activité. Donc, c'est un arrêt. En revanche, le tourisme de proximité pourrait repartir. Et actuellement, c'est les réflexions qui sont en cours au sein des fédérations, c'est de voir comment booster le tourisme de proximité avec peut-être des établissements, dans les connus, peut-être des établissements comme les parcs d'attractions, le Disney et autres, qui pourraient profiter de la proximité d'une grande ville. Des petits établissements de camping aussi, qui finalement pourraient tirer leur épingle du jeu. Mais derrière, il y a des questions d'organisation, parce que d'ouvrir un camping ne se fait pas en quelques jours. Donc, s'il y a un déconfinement au 2 juin et que le 30 juin, on peut commencer à partir en vacances, si on attend le 30 juin, on ne peut pas avoir des campings ouverts. Donc, la réponse est oui, mais probablement une activité très faible cet été. Okay. On avait aussi beaucoup de questions qui seront peut-être aussi plutôt pour Denis, mais sur comment justement organiser un peu le travail et les entreprises pour une reprise en toute sécurité. Donc, on a parlé des gestes barrières. Est-ce que vous avez des recommandations sur la façon dont on peut sereinement réintégrer les gens, que ce soit aussi en prenant en compte les impacts psychologiques? Corinne le mentionnait dans le chat, il y a un vrai impact psychologique et on le disait avant. Et au-delà de la distanciation ou en tout cas des mesures de distance dans les entreprises. Oui, je pense que ce qui est vraiment capital pour vous qui êtes entrepreneur, c'est avant tout de montrer à vos équipes et à vos salariés que vous prenez le sujet au sérieux et que vous allez et que vous n'êtes pas dans une démarche qui est de dire oh allez ça va bien aller puisque ça déconfine, c'est qu'il n'y a plus de problème, et de minimiser les risques. Plus vous allez vouloir minimiser les risques, plus vous allez générer de l'inquiétude et de la peur parmi vos équipes. Donc, il faut vraiment montrer que vous êtes conscient de risques, que vous allez les prendre en compte et surtout que vous pouvez associer vos salariés, vos équipes à la définition des meilleures solutions à mettre en place pour assurer la distanciation sociale au sein de l'entreprise ou au sein de l'entreprise. Et voilà, donc
À ce titre, vous voyez par exemple désinfecter des bureaux qui n'ont pas été fréquentés depuis 4 semaines, ça n'a strictement aucun intérêt d'un point de vue sanitaire. Par contre, ça a un intérêt d'un point de vue psychologique pour rassurer les salariés et les conforter dans l'idée que vous prenez les mesures nécessaires pour qu'ils puissent revenir travailler. Et par contre, oui, faire de la désinfection dès le lendemain, dès le soir même de la reprise, ça a un intérêt à la fois sanitaire et pour rassurer les salariés. Après, voilà, les gestes barrières, on les connaît, c'est les mêmes, ça sera les mêmes après le déconfinement qu'avant le déconfinement. Le respect des distances et puis le traitement des surfaces, puisque par rapport à d'autres virus qu'on a connus, c'est un virus qui résiste plutôt plus que les autres, enfin qui persiste plus longtemps que les autres sur les surfaces, même métalliques. Et donc ça, c'est à prendre en considération. Voilà. Et puis il faudra, pour tout ce qui est pour les entreprises de services, réfléchir avec vos équipes à la façon dont vous pourrez le mieux possible rassurer vos clients, notamment dans la restauration. Avec le plus de transparence possible. Hein, ce qui est vraiment délétère dans ce genre de situation, c'est l'absence de transparence et l'absence de partage d'informations. Donc, il faut dire, pour ceux qui sont dans l'hôtellerie-restaurant, dire comment vous procédez, dire quelles mesures vous avez mises en place je crois que, je ne sais pas si on m'entend encore, il y a une reconnexion. Ouais, dire ce qui est mis en place pour assurer la sécurité sanitaire de la préparation des repas, des plats, le nettoyage des chambres, etc. Il y a en effet cette dimension-là d'être très transparent avec ses clients, de communiquer un maximum et ses employés, comme on disait. Oui. Et éventuellement, il y a des questions qui étaient posées sur les tests à faire en entreprise. Donc là-dessus, c'est possible de les faire, mais il faut bien s'assurer de l'accord du salarié. Et en plus de ça, rappelons que le test, c'est aussi à un instant T. Donc, ça veut dire que si on rentre dans cette logique-là, il faut potentiellement renouveler les tests régulièrement. Alors, il y a 2 types de tests. Hein. Il y a les tests de dépistage et les tests sérologiques. Le test de dépistage, effectivement, dit si à un moment contaminé, vous êtes positif ou pas positif. Hein. Et ça, effectivement, si vous voulez savoir à tout moment si vous êtes positif ou renouvelé, sauf si vous n'avez pris aucun risque entre-temps. Et puis, il y a les tests de sérologie qui disent si vous avez rencontré le virus et si vous avez développé une immunité, c'est-à-dire des anticorps. C'est surtout ces derniers tests-là qui vont se développer, qui sont en train d'être développés, notamment par une start-up française en Bretagne, qui a mis sur le marché le premier test sérologique rapide. Et voilà, donc ça permet de dire qui a rencontré le virus, qui a été malade, qui est protégé, qui n'est pas protégé. C'est pas un test de dépistage. Les deux sont complémentaires. D'accord. Okay. Évidemment, de toute façon, aucun test ne peut être imposé à un salarié, ça c'est certain. Ils peuvent être mis à disposition des salariés, qui peuvent les faire ou ne pas les faire, et puis en tirer les conséquences à titre individuel sur leur participation au travail de l'entreprise ou pas. Jean, sur la partie transparence et communication à la clientèle, vous avez évoqué le sujet. Est-ce que vous avez d'autres exemples ou d'autres mesures qui ont pu être prises pour justement rassurer la clientèle sur les conditions dont l'activité était maintenue et faite en respectant des mesures sanitaires? J'ai pas d'avis d'expert, simplement celle de citoyens, et je constate que les mesures de distanciation sont très bien organisées dans les villes. En tout cas, je pense que c'est un peu partout pareil en France. Vous avez dans une boulangerie, dans une boutique encore ouverte, vous avez du traçage au sol, vous avez assez rapidement des parois en plexiglas qui ont été mises. Donc, il faut saluer ces initiatives. Je pense que c'est probablement de nombreuses petites initiatives particulières qui, au global, font une efficacité collective. Il est important, en tout cas, de communiquer et puis de montrer pour rassurer. Ça, c'est vraiment un mot d'ordre. Montrer que l'on fait ce que l'on fait et être transparent pour rassurer.
Je confirme, la transparence est essentielle. Très clair. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là parce qu'on a déjà un peu dépassé le temps. Je regarde les dernières questions. Je vois, alors, pour ceux qui n'auraient pas vu, dans l'onglet questions, du coup, Denis a répondu au fur et à mesure aux questions. Donc, si vous en avez posé, n'hésitez pas à vous y référer. Peut-être dernière question, c'est concernant les activités et l'évolution structurelle de l'entreprise. Quels sont les risques externes comme les impacts psychologiques et ceux liés au climat? Est-ce qu'ils sont imprégnés d'un plan stratégique dans l'entreprise? Comment on fait pour en fait mettre en place toutes ces mesures et prendre en compte tous ces impacts psychologiques internes et externes? Alors, j'irai au-delà de la psychologie d'un aspect économique pour remonter à avant la crise. Et bon, on fait beaucoup d'évaluations stratégiques des entreprises. On a une dizaine d'axes et il y a un des axes qui est le RSE. Et alors, le RSE, c'est assez sympa parce que quand on arrive sur la question RSE, il y a quelques semaines, c'était un petit sourire en disant « Ah oui, RSE, il faut qu'on soit RSE ». Il y avait un côté obligatoire. J'ai vu un changement, notamment à l'international. Quand je fais des interviews avec des Canadiens, avec des Asiatiques, ils nous disent oui, un truc avec l'Europe qui est bien, c'est qu'on parle dans le monde, tout le monde parle de protection du climat et de protection de l'environnement, mais en fait, l'Europe, vous êtes les premiers, vous êtes les plus en avance. J'étais intéressé par cette image parce qu'il y a le côté contrainte d'un côté, oui, alors on nous reparle de la RSE, et en fait, vu de l'extérieur, on apparaît comme moderne, nous les Européens, ce qui est intéressant parce que c'est donc une force. Et je pense que cette logique de RSE va être importante dans les mois qui viennent, de ce qui est la responsabilité sociale, la responsabilité économique, la responsabilité environnementale, parce que peut-être que les événements actuels vont nous y rendre de plus en plus sensibles, et de ce fait, c'est un axe de développement pour les entreprises, qui va au-delà de simplement le traitement d'une situation sous l'angle psychologique, qui était votre question. Il y a aussi sous l'angle social et sous l'angle de l'écosystème. Super. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux et merci aux participants. Je pense que c'était vraiment très intéressant. Évidemment, encore une fois, on est obligé de se baser sur des hypothèses pour essayer de voir un petit peu comment va se passer la suite. Et c'est difficile de trancher à date. Est-ce que vous voulez à chacun faire peut-être un mot de conclusion, Denis et Jean ensuite? Eh ben, écoutez, très rapidement, voilà, je vais me risquer à prendre un peu position. Je pense vraiment qu'on a vraiment des éléments concordants pour penser qu'on arrive au bout de l'épidémie et qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Donc, soyons positifs et misons sur une reprise de vos activités optimum dans des délais finalement assez courts, on l'espère. Merci. S'il faut résumer, on a vu une vague d'une crise sanitaire, donc voilà, on a quelques spécialistes qui nous rassurent sur le fait qu'elle est peut-être derrière nous, tant mieux. La vague de la crise économique est probablement devant nous encore, donc on a besoin de méthodologie, de courage et de confiance pour aborder ce deuxième chapitre. En revanche, on voit des fondamentaux qui sont intéressants, hein. La confiance est toujours là, l'énergie créatrice est toujours là. En France, on a beaucoup de ressources, donc probablement on va voir à évoluer et à adapter nos modèles, mais on a un challenge devant nous, c'est clair. Bon, du coup, restons optimistes et confiants comme vous le dites. Merci à tous. Comme on disait, hein, on vous envoie le support et le replay. N'hésitez pas du coup à le consulter et à vous inscrire à Cashisking si ce n'est pas encore fait. Pour continuer les discussions et les mesures, enfin les entraides et le suivi des mesures par rapport à la crise. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.